musique des anciens était une science bien plus étendue que ne l'est notre musique. Aujourd'hui, la musique n'enseigne que deux choses, la composition de chants musicaux ou des chants proprement dits et l'exécution de ces chants, soit avec la voix, soit sur les instruments. La science de la musique avait parmi les Grecs et parmi les Romains un objet bien plus vaste. Non seulement elle montrait tout ce que la nôtre montre, mais elle enseignait beaucoup de choses que la nôtre n'enseigne point, soit parce que l'on n'étudie plus aujourd'hui une partie de ces choses-là, soit parce que l'art qui enseigne les autres n'est point réputé faire partie de la musique, de manière que l'on ne donne plus le nom de musicien à celui qui le professe. Dans l'Antiquité, l'art poétique était un des arts subordonnés à la musique, et par conséquent c'était la musique qui enseignait la construction des vers de toute figure. L'art de la saltation ou l'art du geste était aussi l'un des arts musicaux. Ainsi, ceux qui enseignaient les pas et les attitudes de notre danse, ou de la danse proprement dite, laquelle faisait une partie de l'art du geste, étaient appelés musiciens. Enfin, la musique des anciens enseignait à composer comme à écrire en notes la simple déclamation, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Aristide Quintilianus nous a laissé un excellent livre sur la musique, écrit en langue grecque, et cet auteur vivait sous le règne de Domitien ou sous celui de Trajan, comme le conjecture sur de bonnes raisons M. Meibaumius, qui a fait imprimer avec une traduction latine l'ouvrage dont je parle. Suivant cet Aristide, la plupart des auteurs qui l'avaient précédé définissaient la musique, un art qui enseigne à se servir de la voix et à faire tous les mouvements du corps avec grâce. Comme l'on n'a point communément de la musique des Grecs et des Romains, l'idée que je viens d'en donner, et comme on croit qu'elle était enfermée dans les mêmes bornes que la nôtre, l'on se trouve embarrassé quand on veut expliquer tout ce que les auteurs anciens ont dit, de leur musique et de l'usage qui s'en faisait de leur temps. Il est donc arrivé que les passages de la poétique d'Aristote, que ceux de Cicéron, de Quintilien et des meilleurs écrivains de l'Antiquité, où il est fait mention de leur musique, ont été mal entendus par les commentateurs, qui, s'imaginant que dans ces endroits-là il était question de notre danse et de notre chant, c'est-à-dire de la danse et du chant proprement dit, n'ont jamais pu comprendre le véritable sens de leur passage. L'explication qu'ils en donnent n'est propre qu'à les rendre plus obscurs. Elle n'est propre qu'à nous empêcher de concevoir jamais la manière dont les pièces dramatiques étaient exécutées sur le théâtre des anciens. J'ose entreprendre d'expliquer intelligiblement tous ces passages, et principalement ceux qui parlent des représentations théâtrales. Voici le plan de mon ouvrage. En premier lieu, je donnerai une idée générale de la musique spéculative et des arts musicaux, c'est-à-dire des arts qui, parmi les anciens, étaient subordonnés à la science de la musique. Si je ne dis rien ou très peu de choses sur la science qui enseignait les principes de toutes sortes d'accords et de toutes sortes d'harmonies, c'est qu'il ne m'appartient pas de changer quelque chose ou d'ajouter rien aux explications de Meibaumius, Brossard, Burette et d'autres écrivains modernes ont fait des ouvrages que les anciens ont composés sur l'harmonie et qui nous sont demeurés. Je ferai voir en second lieu que les anciens composaient et qu'ils écrivaient en notes leurs déclamations théâtrales, de manière que ceux qui la récitaient pouvaient être, comme il était en effet, soutenus par un accompagnement. Je montrerai en troisième lieu que les anciens avaient si bien réduit l'art du geste, ou la saltation, qui était un des arts subordonnés à la science, à la musique en méthode réglée, que dans l'exécution de plusieurs scènes, ils pouvaient partager, et qu'ils partageaient en effet, la déclamation théâtrale entre deux acteurs dont le premier récitait tandis que le second faisait les gestes convenables au sens des vers récités, et que même il se forma des troupes de pantomime ou de comédiens muets qui jouaient sans parler des pièces suivies. Je finirai mon ouvrage par quelques observations sur les avantages et sur les inconvénients qui pouvaient résulter de l'usage des anciens. Idée générale de la musique des anciens et des arts musicaux subordonnés à cette science. On peut regarder le traité sur la musique écrit en grec par Aristide Quintilianus et traduit en latin par Meibaumius comme l'ouvrage le plus instructif que l'Antiquité nous ait laissé sur cette science. Il est à mon sens le plus méthodique de ces ouvrages. Et comme son auteur grec de formation fréquentait tous les jours les Romains, puisqu'il a vécu dans les temps que tous les pays habités par les Grecs étaient soumis aux successeurs d'Auguste, il a dû savoir l'usage qu'on faisait de la musique à Rome et dans la Grèce. Ainsi, c'est dans son livre que nous prendrons l'idée générale de la musique des anciens. D'ailleurs, la musique des Romains était la même que celle des Grecs dont il avait appris cette science.
elle avait chez les uns et chez les autres la même étendue et les mêmes principes, de manière qu'on peut se servir également pour expliquer l'étendue et l'usage de la musique des anciens, soit des auteurs grecs, soit des auteurs latins. Aristide Quintilianus définit la musique un art, mais un art qui démontre les principes sur lesquels il opère et qui enseigne tout ce qui concerne l'usage qu'on peut faire de la voix, ainsi qu'à faire avec grâce tous les mouvements dont le corps est capable. Notre auteur apporte aussi quelques autres définitions de la musique un peu différentes de la sienne, mais qui supposent tout également que cette science avait l'étendue que nous lui donnons. Les auteurs latins disent la même chose, la musique c'est Quintilien l'orateur qui parle, donne des enseignements non seulement pour régler toutes les inflexions, dont la voix est susceptible, mais encore pour régler tous les mouvements du corps. Ces inflexions, ces mouvements veulent être ménagés suivant une méthode certaine et judicieuse. La musique a deux rythmes distincts, l'un pour la voix et l'autre pour le corps. Pour l'un et pour l'autre, en effet, sont requis des modes appropriés. Notre auteur ajoute quelques lignes après, la décence dans la contenance et dans le geste est nécessaire à l'orateur, et il n'y a que la musique qui puisse lui enseigner cette décence. Saint Augustin, dans l'ouvrage qu'il a composé sur la musique, dit la même chose que Quintilien. Il y écrit que la musique donne des préceptes sur la contenance, sur le geste, en un mot, sur tous les mouvements du corps, dont il avait été possible de réduire la théorie en science et la pratique en méthode. Quoi que ce soit, qui se mesure en cadence d'après les rapports des temps et des intervalles, la musique est l'art du mouvement bien réglé. La musique des anciens avait assujetti à une mesure réglée tous les mouvements du corps, ainsi que le font les mouvements des pieds de nos danseurs. La science de la musique, ou si l'on veut la musique spéculative, s'appelait la musique harmonique, parce qu'elle enseignait les principes de toute harmonie et les règles générales de toutes sortes d'accords. C'était donc elle qui enseignait ce que nous appelons la composition, comme les chants, qui était l'ouvrage de la composition, se nommait alors quelquefois ainsi qu'il se nomme à présent, de la musique absolument. Les anciens divisaient la musique prise dans le sens que nous venons de dire en trois genres, savoir le genre diatonique, le genre chromatique et le genre enharmonique. Ce qui constituait la différence qui était entre ces trois genres, c'est ce que l'on admettait des sons que d'autres n'admettaient pas dans ces chants. Dans la musique diatonique, le chant ne pouvait pas faire ses progressions par des intervalles moindres que les demi-tons majeurs. La modulation de la musique chromatique employait les demi-tons mineurs. Mais dans la musique enharmonique, la progression du chant se pouvait faire par des quarts de ton. Les anciens divisaient encore leur composition musicale en plusieurs genres par rapport aux modes ou aux tons dont elles étaient, et ils nommaient ces modes du nom des pays où ils avaient été mis principalement en usage. Ils nommaient donc l'un le mode phrygien, l'autre le mode dorien, et ainsi des autres. Mais je me contenterai de renvoyer aux modernes qui ont traité à fond de la musique harmonique des anciens, afin de passer plutôt à ce que j'ai à dire concernant leurs arts martiaux, qui sont l'objet principal de ma dissertation. Dès que la musique embrassait un sujet aussi vaste, il était naturel qu'elle renfermât plusieurs arts dont chacun eut son objet particulier. Ainsi voyons-nous qu'Aristide Quintilianus compte jusqu'à 6 arts subordonnés à la musique. De ces 6 arts, il y en avait 3 qui enseignaient toutes sortes de compositions. En outre, elles se partagent en un genre qui concerne la composition et qui utilise les conventions, et le genre qui concerne l'exécution. Les parties qui concernent la composition sont la mélopée, la rythmique et la poésie. Les genres qui concernent l'exécution sont le genre instrumental, l'art du chant et l'art du geste. Ainsi, la musique par rapport à la composition se partageait en art de composer la mélopée ou les chants, en art rythmique et en art poétique. Par rapport à l'exécution, la musique se partageait en art de jouer des instruments, en art du chant et en art hypocritique, ou en art du geste. La mélopée ou l'art de composer la mélodie était l'art de composer et d'écrire en notes toutes sortes de chants, c'est-à-dire non seulement le chant musical ou le chant proprement dit, mais aussi toutes sortes de récitations ou de déclamations. L'art rythmique donnait des règles pour assujettir à une mesure certaine tous les mouvements du corps et de la voix, de manière qu'on pût en mettre les temps et les battre du mouvement convenable et propre au sujet. L'art poétique enseignait la mécanique de la poésie, et il montrait ainsi à composer régulièrement des vers de toutes sortes de figures. Nous venons de voir que par rapport à l'exécution, la musique se divisait en 3 arts, l'art de jouer des instruments, l'art du chant et l'art du geste. On devine bien quelle leçon pouvait donner
et la musique organique qui enseignait à jouer des instruments, et la musique qui se nommait l'art du chant. Quant à la musique hypocritique ou contrefaiseuse, qui se nommait ainsi parce qu'elle était proprement la musique des comédiens que les Grecs appelaient communément hypocrites ou contrefaiseurs, elle enseignait l'art du geste et montrait ainsi à exécuter, suivant les règles d'une méthode établie sur des principes certains, ce que nous ne faisons plus aujourd'hui, que guidés par l'instinct ou tout au plus par une routine aidée et soutenue de quelques observations. Les Grecs nommaient cet art musical orchesis et les Romains saltatio. Porphyre, qui vivait environ 200 ans après Aristide Quintilianus et qui nous a laissé un commentaire sur les harmoniques de Ptolémée, ne partage les arts musicaux qu'en 5 arts différents, savoir l'art métrique, l'art rythmique, l'art organique, l'art poétique pris dans toute son étendue et l'art hypocritique. On trouve même, en comparant la division d'Aristide avec celle de Porphyre, que Porphyre compte 2 arts de moins qu'Aristide. Ces 2 arts sont l'art de composer la mélopée et l'art du chant. Si nonobstant la suppression de ces 2 arts, Porphyre ne laisse pas de compter 5 arts musicaux, au lieu qu'il ne devrait plus, après ce retranchement, en compter que 4, c'est qu'il met au nombre de ces arts l'art métrique, dont il n'est pas fait mention dans Aristide. Mais cette différence dans l'énumération des arts musicaux n'empêche pas que nos 2 auteurs ne disent au fond la même chose. Tâchons d'expliquer la difficulté. Dès que Porphyre a dit qu'il prenait l'art poétique dans la plus grande étendue, comme il prend soin de le dire, il a dû ne point parler de la mélopée ou de l'art de composer la mélopée comme d'un art musical particulier, parce que ce dernier art était renfermé dans l'art poétique, pris dans toute son étendue. En effet, suivant l'usage des Grecs, l'art de composer la mélopée faisait partie de l'art poétique. On verra ci-dessous que les poètes grecs composaient eux-mêmes la mélopée de leurs pièces. Si au contraire Aristide fait de l'art poétique et de l'art de composer la mélopée, 2 arts distincts, c'est qu'il a eu égard à l'usage des Romains, qui était que les poètes dramatiques ne composassent point eux-mêmes la déclamation de leurs vers, mais qu'ils la fissent composer par des artisans compositeurs de profession, et que Quintilien appelle artifice pronunciandi. C'est ce que nous rapporterons plus au long dans la suite. C'est par la même raison que Porphyre n'a point suivi Aristide ni fait de l'art du chant un art musical particulier. Ceux qui enseignaient en Grèce l'art poétique dans toute son étendue enseignaient aussi apparemment l'art de bien exécuter toutes sortes de chants ou de déclamations. Si Porphyre fait à son tour 2 arts distincts de l'art rythmique dont Aristide ne fait qu'un seul et même art, si Porphyre divise en art métrique et en art rythmique proprement dit l'art dont Aristide ne fait qu'un seul art, il appelle rythmopaïa. Cela vient vraisemblablement de la cause que je viens de dire, que je vais dire. Les progrès que l'art des pantomimes né sous le règne d'Auguste aura fait durant les 2 siècles écoulés, depuis le temps d'Aristide jusqu'au temps de Porphyre, avaient engagé les gens du théâtre à subdiviser l'art rythmique et par conséquent à en faire 2 arts différents. L'un de ces arts, qui était le métrique ou le mesureur, enseignait à réduire sous une mesure certaine et réglée toutes sortes de gestes, en toutes sortes de sons qui pouvaient être assujettis à suivre les temps d'une mesure, et l'art rythmique n'enseignait plus qu'à bien battre cette mesure et principalement à le battre d'un mouvement convenable. Nous verrons ci-dessous que le mouvement était au sentiment des anciens ce qu'il y avait de plus important dans l'exécution de la musique, et l'invention de l'art du pantomime les aura encore engagés à faire une étude plus profonde de tout ce qui pouvait perfectionner l'art du mouvement. Il est certain, comme on le dira, que depuis le règne d'Auguste jusqu'au renversement total de l'Empire d'Occident, les représentations des pantomimes firent le plaisir le plus cher au peuple romain. Je conclus donc que la différence qui se trouve entre l'énumération des arts musicaux que fait Aristide et Quintilianus et celle que fait Porphyre n'est qu'une différence apparente, et que ces 2 auteurs ne se contredisent point quant au fond des choses. Je m'interromprai ici pour faire une observation. Dès que la musique des anciens donnait des leçons méthodiques sur tant de choses, dès qu'elle donnait des préceptes utiles aux grammairiens et nécessaires aux poètes, comme à tous ceux qui avaient à parler en public, on ne doit plus être surpris que les Grecs et les Romains l'aient cru un art nécessaire et qui lui ait donné tant d'éloges qui ne conviennent pas à la nôtre. On ne doit pas s'étonner qu'Aristide et Quintilianus aient dit que la musique était un art nécessaire à tous les âges de la vie, puisqu'il enseignait également ce que les enfants doivent apprendre et ce que les personnes faites
doivent savoir. Quintilien écrit par la même raison que non seulement il faut savoir la musique pour être orateur, mais qu'on ne saurait même être bon grammairien sans l'avoir apprise, puisqu'on ne pouvait pas bien enseigner la grammaire sans montrer l'usage dont y était le maître et le rythme. De plus, sans la musique, l'enseignement ne peut être complet puisque le maître doit traiter de maître et de rythme. Cet écrivain judicieux observe encore en un autre endroit que dans les temps précédents, la profession d'enseigner la musique et celle d'enseigner la grammaire avaient été unies et qu'elles étaient alors exercées par le même maître. Enfin, Quintilien dit dans le chapitre de son livre, où il veut prouver que l'orateur est du moins obligé d'apprendre quelque chose de la musique, on ne me refusera point de tomber d'accord que ceux qui prétendent faire la profession d'orateur doivent lire et entendre les poètes. La musique ne préside-t-elle point à la composition des poèmes de quelque nature qu'ils soient. Si quelqu'un est assez déraisonnable pour dire qu'en général les règles qui suit un poète dans la composition de ses vers n'appartiennent point à la musique, du moins ne saurait-il nier que les règles qu'il faut suivre dans la composition des vers qui sont faits pour être récités avec un accompagnement n'appartiennent à ce bel art. Car il faut pour le futur orateur lire à coup sûr sur les poètes. Ils me l'accorderont. Comment le fera-t-il sans la musique? Et si l'on est assez aveugle pour conserver un doute à l'égard des autres poètes, au moins sera-t-on forcé de le reconnaître pour les poètes lyriques. J'en dirai plus. Ce passage paraîtra beaucoup plus clair lorsqu'on aura lu ce que je dois écrire concernant le Carmen ou la déclamation notée des vers, fait pour être récité avec un accompagnement. En un mot, tous les écrits des anciens font foi que la musique passait de leur temps pour un art nécessaire aux personnes polies et qu'on regardait alors comme des gens sans éducation et comme on regarde aujourd'hui ceux qui ne savent point lire, les personnes qui ne savaient pas la musique. Je reviens aux arts musicaux. Malheureusement pour nous, il ne nous est resté aucune des méthodes composées pour enseigner la pratique de cet art, de ces arts dont il avait tant de professeurs dans la Grèce et dans l'Italie. D'ailleurs, ceux des auteurs anciens qui ont écrit sur la musique et dont les ouvrages nous sont demeurés ont très peu parlé de la mécanique des arts subordonnés à la science de la musique, qu'ils ont regardé comme des pratiques faciles et communes, dont l'explication n'était bonne qu'à exercer les talents de quelques maîtres à gages. Par exemple, saint Augustin, qui a composé sur la musique un ouvrage divisé en 6 livres, dit qu'il n'y traitera point de toutes ces pratiques, parce que ce sont des choses sues communément par les hommes de théâtre, les plus médiocres. Il ne s'agit pas en effet de parler ici de ce que tout chanteur ou historien connaît. Historien. Ainsi, les auteurs dont je parle ont écrit plutôt en philosophe qui raisonne et qui fait des spéculations sur les principes généraux d'un art dont la pratique est sue de tous les contemporains que comme un auteur qui veut que son livre puisse sans aucun autre secours enseigner l'art dont il traite. Cependant, j'espère qu'en m'aidant des faits racontés par les écrivains anciens qui par occasion ont parlé de leurs arts musicaux, je pourrai venir à bout de donner une notion sinon pleine et entière du moins claire et distincte de ces arts, et d'expliquer comment les pièces dramatiques étaient représentées sur le théâtre des anciens. Nous venons de voir qu'Aristide Quintilianus comptait 6 arts musicaux, savoir l'art rythmique et l'art de composer, la mélopée, l'art poétique et l'art de jouer des instruments, l'art du chant et l'art du geste. Mais nous réduirons ici ces 6 à 4 en ne comptant l'art poétique, l'art de composer, la mélopée et l'art du chant que pour un seul et même art. On a déjà vu que l'art poétique, l'art de composer, la mélopée et l'art du chant avaient tant d'affinités que Porphyre ne les comptait que pour un seul art. Il nomme l'art poétique pris dans toute son étendue.